Bien, bonjour à tous. Donc moi je vais vous faire un petit exposé qui est un petit peu un exposé sur bon, la modélisation pour les nuls, hein. Donc c'est quoi, ça sert à quoi, mais vraiment en restant relativement général et sans aller trop en profondeur, mais en essayant de vous faire comprendre un petit peu comment ça marche finalement. Donc en sciences de l'environnement, on peut dire que la modélisation telle qu'on l'entend, c'est une représentation mathématique simplifiée de l'évolution d'un système complexe. Une fois qu'on a dit ça, ça ne vous parle pas forcément. Donc moi, je préfère dire que c'est un espèce d'objet hybride conçu, construit par les scientifiques et qui est à mi-chemin entre la réalité, avec toute sa complexité, toute son hétérogénéité, et puis la théorie, qui est pure, exacte, etc. Et donc la modélisation, c'est quelque chose qui essaie de se placer au milieu, c'est-à-dire se baser sur des concepts mathématiques, physiques, etc., ou sur des méthodes d'apprentissage, mais qui en même temps essaient de mimer au mieux la réalité. Alors pourquoi on fait ça? On va peut-être faire un petit retour de base là, à ce que c'est qu'un peu la démarche scientifique classique, hein. On part d'une observation. Alors les observations, quand on observe, en général, chez le chercheur, ça suscite des questions. Pour répondre à ces questions, il pose des hypothèses. Et pour tester ces hypothèses, il faut qu'il passe par une phase de simplification qui lui permet de faire de l'expérimentation. Et à partir de cette expérimentation, on a des résultats qui infirment ou qui confirment l'hypothèse. Et donc si on infirme, on change d'hypothèse. Et si on confirme l'hypothèse, eh ben, on peut aller jusqu'à l'édiction de lois, l'énoncé de lois qui vont nous dire, voilà, ça se passe comme ça. On suppose que ça se passe comme ça en général. D'après tout ce qu'on connaît à l'heure actuelle, voilà comment ça se passe. Et puis ensuite, il y a toute une phase où ces lois sont confrontées à leurs conséquences logiques, à leurs conséquences telles qu'on peut les déduire de leur énoncé. Donc voilà, on les confronte à leurs conséquences logiques et puis on les confronte à d'autres observations ailleurs. Et puis finalement, il y a un jour où probablement la loi va évoluer, va changer, va être remise en question. Voilà pour la méthode classique. Et en fait, le modèle, il intervient quand on ne peut pas ou c'est trop compliqué ou c'est impossible de faire de l'expérimentation concrète. C'est le cas si on étudie des phénomènes à très long terme ou sur une très grande échelle, ou si on s'intéresse à des systèmes extrêmement compliqués ou des systèmes qu'on ne peut pas manipuler tout simplement comme ça parce que ce serait beaucoup trop dangereux ou trop compliqué. Et puis donc à la place de la partie test, il y a ce qu'on appelle la validation, on verra tout ça après, puis finalement ça donne des prédictions qu'on confronte à nouveau avec la réalité. Et quand on est un peu content de ça et que le modèle est susceptible de répondre cette fois à des questions sociétales au sens très large, eh ben on peut utiliser le modèle à l'opérationnel, et ça c'est sous forme de tests de scénario, de réalisation de prévisions sous certaines hypothèses, mais aussi pour transposer, pour reconstituer des données. Tout ça donc pour aider à la décision. Voilà grossièrement pourquoi on fait des modèles. Alors juste là, très rapidement, quelques questions, une illustration pour vous montrer qu'il y a le chercheur qui regarde d'un côté et la société qui regarde de l'autre, mais en fait, si vous regardez un petit peu les questions, vous voyez que très souvent, il y en a qui se répondent les unes aux autres. Et par exemple, pour connaître les solutions possibles à un problème, en général, c'est pas mal de savoir quels sont les processus qu'il y a derrière, quels facteurs les contrôlent, etc. Alors maintenant, comment c'est fait un modèle? En général, donc là, je vais prendre un cas concret pour éviter de vous perdre dans la théorie. Le cas concret, c'est simuler un hydrogramme, autrement dit des variations de débit au cours du temps à partir de données observées qui peuvent être
la géométrie du bassin versant, son relief, la météo, etc. Donc on part d'une série d'observations, d'une série de mesures. Et puis le jeu, c'est d'essayer de reconstituer cette courbe en bas, donc de variation de débit en fonction du temps. Alors, première solution, qui est aussi pratiquement la première solution historique utilisée pour fabriquer des modèles, c'est de chercher une analogie avec un objet qu'on sait bien caractériser d'un point de vue physique. Donc voilà, l'exemple caricatural, c'est de dire un bassin versant. Si on simplifie à l'extrême, c'est un peu comme une baignoire qui se vide, qui se remplit, etc. Donc là, on va s'intéresser simplement à l'aspect vidange de notre baignoire. Et bon, il y a la théorie qui nous dit que finalement, le carré de la vitesse de vidange est proportionnel à la hauteur d'eau dans la baignoire. Alors bon, on dit comme ça, la transposition n'est pas immédiate à un bassin versant, donc il faut passer par simplement garder la forme de la relation et introduire des paramètres. Là, le paramètre C qui va être le coefficient de proportionnalité. Puis au lieu de parler de hauteur, on va parler par exemple de taux de remplissage ou de volume de remplissage du système. Donc là, on a un modèle avec un paramètre C et une variable de forçage qui est les conditions, qui est le débit initial, la condition initiale à partir de laquelle on va tracer la courbe. Et avec ça, on reconstitue quelque chose qui est certes loin d'être parfait, mais si on s'intéresse simplement à savoir à quel moment le débit va être très faible, finalement, ce n'est pas un si mauvais modèle que ça. Alors, si on veut aller un peu plus loin, on peut essayer de raffiner un peu la base physique derrière. Au lieu de prendre une baignoire, on prend un réservoir avec un milieu poreux, avec des dimensions un peu plus précises, et puis on met une physique un peu plus élaborée dans le truc, et ça nous donne toujours un modèle très simple, une loi de vidange qui est bien connue des hydrologues, qui s'appelle la loi de Maillet. Et là encore, on a un paramètre, toujours notre paramètre C, et puis, mais cette fois, on a plusieurs variables de forçage, parce qu'on ne sait toujours pas comment notre baignoire se remplit, comment notre réservoir se remplit. Donc on est à chaque fois obligé de, je ne sais pas si on a un pointeur, si on est à chaque fois obligé de réinitialiser le débit initial à chaque début de récession. Moyennant quoi, si on fait ça, donc on a quelques variables de forçage et on arrive à simuler relativement bien tout ce qui est courbe de récession. Et voilà, bon, maintenant, on a aussi envie de reproduire les crues. Alors là, bon, souvent, ça devient un petit peu plus compliqué. Il faut rajouter des choses. Il faut rajouter comment la pluie est stockée dans le sol, évapotranspirée, etc. Et donc là, on peut passer, mais on peut rester sur des modèles très simples et qui peuvent faire ça aussi. Mais là, je vous ai présenté un autre type de modèle qui est un modèle conceptuel là encore, à base physique là encore, mais qui va jusqu'à essayer de décrire un peu plus précisément ce qui se passe à l'intérieur du système. Et ce qui est intéressant dans ce type de modèle, c'est qu'en fait, le concepteur est parti de 3 hypothèses extrêmement simples. Une hypothèse disant que finalement, l'hydrologie, c'était essentiellement gouverné par la nappe superficielle dans le bassin. La deuxième hypothèse, c'était que cette nappe, elle avait une pente, un toit de nappe qui était à peu près parallèle à la topographie. Et la troisième hypothèse, c'était qu'on pouvait avoir une succession, on pouvait assimiler son évolution à une succession d'états stationnaires où ce qui rentre et ce qui sort d'une partie élémentaire du système est égal. Et à partir de ces 3 hypothèses, en développant un peu, en faisant quelques formules mathématiques et quelques développements mathématiques derrière, on en arrive à un modèle qui est le modèle TopModel, qui est un des modèles les plus utilisés par les hydrologues de par le monde. Et qui permet, avec cette fois 5 paramètres, il en faut un peu plus un modèle numérique de terrain, de prédire assez bien les choses. Donc là, toujours une variable de forçage qui est le débit initial, et cette fois, d'autres variables de forçage qui sont jour par jour la précipitation et l'évapotranspiration. Moyennant quoi, avec ce raffinement-là, on peut prédire non seulement le débit, mais vous voyez en bas aussi grossièrement le taux de remplissage de la nappe dans le bassin versant.
Alors bon, il y a bien d'autres types de modèles. Je ne vais pas tous les décrire. En plus, la nomenclature des modèles est quelque chose qui est extrêmement variable et qui n'est pas toujours très rigoureuse et très bien faite, à mon avis. Mais bon, en gros, il y a une séparation très nette à faire entre la boîte noire là, et tout le reste. La boîte noire, c'est ce qu'on appelle les modèles implicites, où en fait, on s'en fiche de savoir quels sont les processus à l'intérieur du système. On regarde simplement les données d'entrée et les données de sortie qu'on veut simuler. Et on fait tourner, on cale là-dessus soit des modèles statistiques, soit des procédures d'intelligence artificielle, des réseaux de neurones, etc. Moyennant quoi, on est capable de reconstituer, quelquefois de façon très fidèle, cette relation entre l'entrée qu'on connaît et la sortie que l'on veut connaître. Et puis tout le reste, ce sont des modèles dits explicites, où là, on essaie de formuler des hypothèses de fonctionnement, etc. Alors, ça peut être très simple, comme on l'a vu avec le modèle conceptuel. Ça peut être essayer de reconstituer ça de façon simplifiée, mais à l'intérieur de chaque entité élémentaire du système. C'est les modèles distribués orientés processus. Ça peut être quelque chose de beaucoup utilisé en écologie, c'est les modèles multi-agents, où on va mettre des équations simples de comportement sur des individus élémentaires. Alors, dans le cas de l'eau, ça pourrait être des gouttes d'eau, hein, ça a été fait. Mettre des processus élémentaires et puis finalement laisser l'émergence des propriétés se faire par la multiplicité des agents qu'on met à l'intérieur du système. Et puis, on va jusqu'au modèle physique distribué, où là, on essaie de caractériser en tout point de l'espace le fonctionnement à partir d'équations physiques, chimiques, biologiques, les plus précises qu'on puisse mettre en œuvre. Alors maintenant, comment on s'en sert rapidement ? Donc d'abord, dans un modèle, la première chose, c'est de comprendre la créature qu'on a fabriquée. Donc il faut passer beaucoup de temps à tester sa cohérence, sa sensibilité aux différents paramètres qu'on met, la propagation d'incertitudes à l'intérieur du modèle, etc. Puis ensuite, on le teste, on l'applique à un cas réel, ce qu'on peut appeler aussi la spécification, et qui nécessite donc de fixer les paramètres qu'on a dans le modèle. Là, je vous donne une illustration de paramétrage par une méthode qui s'appelle la calibration, où voilà le paramètre M, là. Vous voyez, la première valeur, ça ne marche pas très bien. On continue, on le baisse un peu, ça marche un peu mieux. On continue, ça marche encore mieux. Et puis, on s'arrête à partir du moment où on est à peu près satisfait de la reproduction qu'on veut. Ça, c'est une méthode qui peut être manuelle, automatique, etc. Puis, il y a une autre méthode qui est de se baser sur des propriétés mesurées du système. Au lieu d'ajuster les boutons, c'est de partir de mesures réelles des propriétés du système, ce qui n'est possible que si le modèle a des paramètres qui ont une signification physique ou chimique ou biologique particulière. C'est-à-dire si c'est des paramètres qu'on peut vraiment estimer par la mesure sur le terrain, ce qui n'est pas du tout toujours le cas. La troisième étape, c'est la validation. Alors, il y a une méthode classique de validation en général. C'est le test par transposition ou par extrapolation. C'est-à-dire, je cale mon modèle sur une série de données, j'extrapole sur une période plus longue ou antérieure, et puis je regarde, je vérifie que les données que j'ai sur cette période-là collent bien à mon modèle. Donc ça, c'est souvent dans les papiers scientifiques, on dit le modèle est validé parce que ce test-là a marché. En fait, si on s'intéresse un petit peu à l'épistémologie et même si on raisonne un petit peu profondément sur le modèle, ça prouve rien du tout, cette phase de validation. Ça prouve ni que le modèle est basé sur une représentation correcte de la réalité, ni qu'il donnera des bons résultats pour la bonne raison dans tous les cas. En fait, si on veut être vraiment correct scientifiquement, et aussi plus utile, ce qui est important, c'est de définir le domaine de validité du modèle. Parce qu'un modèle, il n'est pas universel, il ne marche pas partout, parce qu'il est basé sur des simplifications qui sont des hypothèses. Et ces hypothèses ne sont pas valables dans tous les cas. Et donc, il faut déterminer ce qu'on appelle le domaine de validité, c'est-à-dire le domaine dans lequel le modèle conduit à des prévisions qui ont des incertitudes acceptables, disons.
ça, c'est une forme de validation qui est bien plus utile et bien plus correcte. Et sinon, quand on utilise le modèle à l'opérationnel, on peut aussi voir une vision purement utilitariste de la validation en disant qu'un modèle valide, c'est simplement un modèle qui aide à prendre de bonnes décisions. Et ça peut être le cas, par exemple, quand on fait de la prévision en temps réel, là je me tourne vers Aude, où en fait on s'en fiche complètement de ce qu'il y a dans le modèle, etc. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il soit capable de prédire la hauteur d'inondation qu'on va avoir dans 3 heures pour pouvoir évacuer la population. Voilà, et là je vais passer très vite, mais en gros, quand on fait une application au monde réel, le modèle, enfin la modélisation, c'est un va-et-vient entre le monde réel et le monde virtuel. Le monde réel, il va poser les questions, il va fournir des informations sous forme d'observations, de mesures, etc. Et puis il va aussi formuler des exigences en termes de sortie attendue. C'est-à-dire pour répondre à la question, il ne faut pas que... bon, si ce qui m'intéresse, c'est de mesurer le pic de crue, il ne faut pas que mon modèle se contente de mesurer les bases eaux. Et puis après, donc, le modélisateur arrive, il transforme ça en une expérimentation virtuelle, il fait les simulations, là, il y a les sorties brutes que l'on confronte avec ce qu'on voulait avoir pour faire une personnalisation des sorties, et des sorties qui soient adaptées véritablement à la question posée. Puis la dernière phase, qui est peut-être la plus importante en termes d'utilisation opérationnelle du modèle, c'est l'appropriation. C'est-à-dire qu'il faut que les décideurs, la société au sens large, qui va utiliser les résultats du modèle, soient capables de comprendre et d'accepter ce que sort le modèle, comprendre et accepter aussi les limites de ce que sort le modèle, ce à quoi il est capable d'aider à répondre, et puis ce pourquoi il n'est surtout pas utilisable. Et donc ça, c'est une phase qui est de la responsabilité à la fois du scientifique qui propose le modèle et de ceux qui vont l'utiliser pour l'aide à la décision. Et ce n'est pas toujours une phase très facile et très, très bien traitée dans les approches. Je pense que ce sera revu plus tard dans la suite. Donc voilà, j'en arrive à ma conclusion. Je pourrais me contenter de la première phrase, qui est un peu ma phrase fétiche en tant que modélisateur. Tous les modèles sont faux, mais il y en a quelques-uns qui sont utiles. Et quelles sont les conditions à leur utilité ? Pour moi, là, une condition essentielle, c'est la transparence, c'est-à-dire être capable d'expliquer, même de façon simplifiée, quelles sont les hypothèses derrière, quels sont les processus représentés et ceux qui ne sont pas représentés, les facteurs de contrôle pris en compte et ceux qui ne sont pas pris en compte. D'être capable aussi de bien définir son domaine de validité, j'en ai déjà parlé. Et puis avant tout, je pense, c'est de l'utiliser de façon correcte et responsable. C'est-à-dire de bien connaître l'ensemble de ces choses pour dire, non, ce modèle-là, je ne vais surtout pas l'utiliser pour répondre à cette question qui est posée, etc. Et puis si j'utilise un modèle, je l'utilise en compagnie et parmi bien d'autres arguments, bien d'autres sources de connaissances de mon système pour prendre la bonne décision et pas se baser bien sûr uniquement sur quelque chose qui est donc finalement ni plus ni moins qu'une expérimentation virtuelle.